Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons continuer notre apprentissage, notre introduction à la smart contractualisation via la conversation juridique. La conversation juridique, c'est chaque vendredi entre midi et 2. Et sinon, vous nous retrouverez sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler des bases de la smart contractualisation. On va parler des concepts clés, on va parler du fonctionnement et on va parler des applications courantes liées à la smart contractualisation. Et sans plus tarder donc, commençons par une petite introduction. On va d'abord définir ce que c'est que la smart contractualisation. La smart contractualisation va faire référence à l'usage ou à l'utilisation des contrats intelligents des smart contracts pour automatiser soit des transactions ou alors des accords entre une, deux ou plusieurs parties. Les smart contracts sont des programmes informatiques déployés sur une blockchain qui s'exécutent automatiquement lorsque certaines conditions qui ont été prédéfinies par les co-contractants ou le contractant sont remplies. Donc cela va permettre de simplifier et de sécuriser les processus contractuels tout en réduisant d'une part les coûts et en même temps en augmentant l'efficacité de la mise en pratique des relations contractuelles. Maintenant, on va parler des concepts clés. Parmi les concepts clés, il y en a 3 qui sont indétournables. Le premier est lié au smart contract en lui-même. Le second est lié à un des outils qu'on utilise pour déployer le smart contract, qui est la blockchain, ou en tout cas de son usage. Et d'un point de vue général, si nous partons du général vers le particulier, on va parler plutôt des DLT au-dessus de la blockchain. Commençons par les DLT. Qu'est-ce que les DLT? Lorsqu'on va les définir, D c'est pour Distributed, L c'est pour Ledger et T pour Technology. En réalité, la technologie sous-jacente à la blockchain, c'est cette DLT qui permet de créer des registres, des ledgers distribués. Ça peut être distribué et décentralisé ou distribué et centralisé, qui permettent d'enregistrer des transactions de façon à minima sécurisée. Non, là, on va plutôt partir sur des DLT complètement à la fois distribués mais également décentralisés, qu'on va généralement appeler permissionless. Et exemple de DLT de ce genre, c'est Bitcoin, c'est Ethereum, principalement. Parlons maintenant de blockchain. La blockchain, c'est un registre. C'est une technologie de registre qui est distribuée, qui peut être parfois décentralisée. Dans notre cas, si c'est permissionless, c'est que c'est principalement décentralisé et qui enregistre des transactions de manière transparente, sécurisée et immuable. La blockchain est la base sur laquelle les smart contracts vont être déployés et ensuite exécutés. En d'autres termes, c'est grâce à la blockchain que nous allons nous assurer que chaque co-contractant a respecté ses obligations. Une fois que les obligations sont respectées, eh bien, automatiquement, on aura une exécution liée aux différentes conditions qui sont généralement dans ces contrats intelligents. Et le dernier concept, c'est le smart contract. De base, le smart contract, c'est un programme informatique qui va s'exécuter automatiquement. Le père des smart contracts s'appelle Nick Szabo. Nick Szabo est à la fois ingénieur et juriste. Et justement, son travail qui a, je pense aujourd'hui, plus de 30 ans d'existence,
a été d'explorer comme un pionnier les premiers programmes qui permettaient d'automatiser les contrats. L'idée derrière l'automatisation des contrats, c'est l'idée derrière la recherche d'automatisation de contrats, c'est de réduire au minimum, c'est de réduire le plus possible les coûts. Ça veut dire, si je peux déployer un contrat entre 2, 3, plusieurs personnes, et que l'exécution de ce contrat-là va me coûter moins cher, eh bien, ça va être une forme d'optimisation. Aujourd'hui, si je veux utiliser un contrat, si je veux déployer un contrat, mon gros souci, ça va être par exemple le prix au niveau du juriste ou de l'avocat. Ça va être également combien je paye pour m'assurer qu'il y a quelqu'un qui est en train de surveiller l'exécution des différentes clauses que contient ce contrat. Eh bien, Nick Szabo s'est dit qu'en alliant la technologie et la logique juridique, eh bien, il pouvait automatiser via ce qu'on appellerait des contrats intelligents, des smart contracts, ces deux mondes-là. Et donc, en les liant ensemble, cela permettrait de rendre beaucoup plus fluides les échanges. Et ça peut s'appliquer à toute forme d'échange et principalement aux échanges internationaux. Aujourd'hui, on a pas mal de frictions, ne serait-ce que lorsqu'on regarde par exemple un accord entre deux personnes. Supposons que moi je suis en France ici et je dois vendre, je dois faire du business, vendre mes services ou pardon, des machines en Chine, eh bien, il va falloir traverser un certain nombre de frontières, notamment des frontières juridiques, pour pouvoir exécuter les différents contrats. Or, parmi ces frontières juridiques, il va y avoir des frontières nationales, des frontières. Alors, on va partir du plus bas vers le plus petit. Donc, ça va être des frontières très locales. Ça peut être des lois cantonales, provinciales. Ça peut être des lois liées à la collectivité pour monter au niveau national et pour partir et pour redémarrer de la partie nationale vers maintenant les accords internationaux, etc., etc. Donc, grâce au contrat intelligent pensé par Nick Szabo, aujourd'hui, il devient beaucoup plus facile d'imaginer une automatisation de tous ces moments-là, de toutes ces frontières juridiques, avec en prime le fait que ce sera désormais la blockchain qui va être surveillant de chacune des parties. Et donc, si la blockchain se rend compte qu'il n'y a pas eu une exécution des termes contractuels, des conditions de la part des co-contractants, eh bien, le smart contract va automatiquement bloquer, par exemple, le paiement et va exiger que les conditions soient remplies par l'autre co-contractant avant qu'il y ait une exécution totale du contrat. Voilà expliquer en peu de mots et très rapidement les concepts clés autour de la smart contractualisation. Maintenant, essayons de comprendre comment fonctionnent les contrats intelligents, la smart contractualisation. Les smart contracts sont généralement déployés sur une blockchain. Alors, ils sont rédigés dans principalement des langages qui sont préfabriqués qui sont développés pour l'occasion. Au sein de la communauté Ethereum, c'est par exemple l'usage de Solidity. Solidity, c'est quoi? C'est un langage qui permet littéralement de pouvoir coder facilement un contrat intelligent, transformer un contrat traditionnel au format papier en contrat intelligent et ensuite le mettre sur la blockchain. Quand on le met sur la blockchain, il est rendu disponible pour un certain nombre de personnes. Cette façon de le mettre sur la blockchain, ça s'appelle déployer un contrat intelligent sur la blockchain. Et donc, le rôle ou bien le job de la blockchain, ça va être de valider et enregistrer les différentes transactions entre les co-contractants.
Et ce qui fait que justement il y a cette surveillance, ce qui fait qu'il y a cette sécurité juridique qui vient en plus de la sécurité technique, eh bien c'est le fait que lorsque le contrat est déployé, chaque transaction qui provient de ce contrat va être automatiquement stockée, ou la copie de cette transaction va être stockée sur chaque nœud de cette blockchain. Et donc, comment on va s'assurer que les conditions qui sont généralement dans un contrat traditionnel seront les mêmes que celles qui seront dans un contrat intelligent, et surtout que chaque co-contractant va les respecter? Eh bien, on va littéralement prendre toutes les clauses liées à un contrat traditionnel, on va les retranscrire dans un contrat en utilisant Solidity, donc ce langage, en contrat intelligent. Et ensuite seulement, on va s'assurer que, eh bien, il y a une logique indémontable liée à la façon dont le contrat a été fait. Ça veut dire que si on a une clause, par exemple, liée au droit d'auteur, eh bien, cette clause liée au droit d'auteur va apparaître dans le contrat intelligent. Et donc, toutes ces petites clauses-là vont être réunies dans ce qu'on va appeler des fonctions au sein de Solidity. Et une fois donc qu'on a ces éléments-là, cette logique-là qui est respectée, bon, c'est pour ça que je pense que littéralement, demain, que ce soit sur le plan national en France ou bien que ce soit sur le plan européen, par exemple au sein de l'Union, on va devoir créer un équivalent de la CNIL, mais qui va littéralement se mettre à certifier, à valider les contrats intelligents pour s'assurer que effectivement ces contrats intelligents ont des règles logiques qui sont imparables et surtout qui ne sont pas là pour créer des abus pour les non-initiés. Et donc, une fois que ces contrats sont déployés sur la blockchain, ils vont créer des actions qui vont être prédéfinies. Donc, ces clauses-là seront représentées par des fonctions qui vont être transformées en actions. Généralement, les actions, ça va être par exemple une case à cocher, un bouton sur lequel cliquer. Et ce sont des clauses qui sont prédéfinies. Et donc, par extension, ce sont des fonctions, donc des actions qui sont prédéfinies et qu'il faut donc remplir. Et donc, ces actions-là, donc ces clauses-là, ça peut être le transfert de fonds, la mise à jour d'informations, l'accès à un certain nombre d'informations, la protection ou bien le transfert de droits d'auteur ou même le déclenchement de nouveaux smart contracts, etc., etc. Voilà, ça c'est une explication un peu hâtive du fonctionnement des contrats intelligents. Maintenant, parlons des applications courantes liées aux contrats intelligents. La smart contractualisation a permis la naissance d'une multitude d'applications dans divers domaines. Et parmi ces domaines-là, nous avons la finance décentralisée, ou bien la finance décentralisée centralisée, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la propriété intellectuelle, la gouvernance décentralisée ou centralisée, ce qu'on va appeler généralement les DAO, l'assurance, etc., etc. Voyons très très rapidement chacun des éléments. Au niveau de la finance décentralisée, eh bien, aujourd'hui, on a pas mal d'applications qui permettent, par exemple, de pouvoir vendre des produits et des services financiers, comme par exemple des prêts, des échanges, la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui des stablecoins,
ou même la mise en place de fonds d'investissement. Au niveau de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, eh bien, aujourd'hui, on a pas mal de solutions qui facilitent la traçabilité des produits et donc d'une part, et de deux, la transparence dans des transactions tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis le sourcing jusqu'au plat, par exemple, du consommateur. Et donc, on voit qu'il y a au moins deux choses qui sont mises en place, la traçabilité d'un côté et l'automatisation des paiements, mais également le transfert de propriété. À supposer que, par exemple, j'achète une tasse de thé de Chine, eh bien, je pourrais me voir transférer également la propriété de cette tasse de thé depuis, par exemple, soit le vendeur, soit le mandataire du fabricant, ou soit par le fabricant lui-même. La propriété intellectuelle, notamment par aujourd'hui l'usage abondant de ce que nous appelons les NFT. Sachant que le NFT, c'est un smart contract qui, dans la communauté Ethereum, est un standard bien connu qui s'appelle le ERC 721 pour tout ce qui est non fongible. Mais également, nous avons un contrat intelligent qui permet de créer des NFT et des tokens fongibles qu'on appelle aujourd'hui le 1155. Ça s'appelle un multi-token contract, et qui permettent de gérer le plus facilement possible les droits d'auteur, les licences de contenu numérique, tout en automatisant encore une fois le paiement aux créateurs et en garantissant la conformité aux accords de licence. Je vous inviterai entre autres à regarder ce qui se passe aujourd'hui par exemple sur des marketplaces comme OpenSea. Et en avant-dernier, nous avons les DAO. Les DAO, je pense que je vais en parler un peu plus tard. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ce serait un peu l'équivalent de, par exemple, une association ou une entreprise qui sera littéralement représentée et qui fonctionnera totalement sur la blockchain. Nous avons enfin les assurances. Il y a pas mal d'assurances aujourd'hui, sachant que la plupart des assurances qu'on va trouver avec les smart contracts, ça va être des assurances qui vont principalement tourner autour de la protection contre le piratage. En tout cas, ce sont les premiers usages qui sont apparus. J'ai par exemple une application de finances décentralisée et j'ai une assurance qui est spécialisée justement dans l'assurance des applications de finances décentralisées, qui vient me voir et qui me propose ses services pour qu'ils puissent accepter de prendre des risques, d'assurer les risques de piratage possibles. Eh bien, ils vont d'abord m'imposer d'auditer et de certifier tous les smart contracts que je vais déployer via via l'application. Une fois qu'ils auront certifié chaque smart contract et qu'ils se seront assurés que effectivement c'est safe, et bien à partir de là, ils pourront par exemple me débloquer l'accès à une assurance. Et donc on se rend compte que au final les smart contracts vont présenter ou représentent aujourd'hui un potentiel énorme. C'est des marchés de plusieurs milliards de dollars ou d'euros, dans la mesure où ils vont permettre d'améliorer énormément les processus existants. Ça va partir de la propriété intellectuelle, ça va passer par les différentes organisations, ça va passer par la façon dont nous concevons l'organisation des entreprises, etc., etc.
Mais cela sous-entend également que, avec le bon côté des choses, il y a pas mal de défis, il y a pas mal de limites dont il faut parler. Alors, parmi les limites dont je vais parler de 4 limites. Des limites liées à la sécurité, à la réglementation, à l'interopérabilité, avec notamment l'ancien système, mais également entre les blockchains elles-mêmes, et les problèmes liés à ce qu'on va appeler la source de l'information ou l'oracle. D'abord, au niveau de la sécurité, lorsque je préparais la vidéo, j'ai reçu une notification qui venait de MarketCap qui me disait que un protocole dans la DeFi qui s'appelle SushiSwap venait d'être piraté. Bon, pour ceux qui connaissent SushiSwap, eh bien, ils savent que SushiSwap, c'est plusieurs millions de dollars de brassés annuellement. Donc, ça veut dire que s'il y a eu un piratage de SushiSwap, c'est probablement qu'il y avait un contrat intelligent qui était défaillant. Et donc, ce contrat intelligent a facilité, n'a pas été bien audité, ce qui a conduit au piratage de SushiSwap. Si je vois que c'est une nouvelle digne d'être traitée, on pourra l'utiliser comme exemple, comme cas d'étude pour voir justement quel smart contract a été visé et où était littéralement le bug ou l'erreur qui a permis cette attaque. Donc, au niveau de la sécurité, on a d'une part des vulnérabilités liées aux erreurs de programmation, mais également d'autre part, on a des vulnérabilités liées aux attaques malveillantes. Et malheureusement, généralement, ça va être des erreurs de programmation qui vont conduire aux attaques malveillantes, donc au piratage. Ensuite, au niveau de la réglementation, bien c'est principalement de la réglementation juridique. Aujourd'hui, on n'a pas encore une idée claire de la façon dont, à quelle sauce sera mangée la plupart des protocoles dans la finance décentralisée, honnêtement parlant. On a MiCA qui va s'appliquer à partir de l'année prochaine. Cela sous-entend que son application à partir de l'année prochaine sera également valable pour la DeFi, pas directement, mais ça veut si on va dans la logique de MiCA, toute personne qui a un projet dans la blockchain aura plus ou moins, il faudra que au moins on ait un cas jurisprudentiel qui vienne créer un premier précédent. Il faudra qu'on sache ou qu'on comprenne quel niveau d'implication de token il faut pour considérer qu'un projet doit nécessairement obtenir, par exemple, un agrément PSAN. Or, MiCA vient justement renforcer cet agrément-là. Le deuxième élément, ça va être toujours au niveau de la réglementation, l'application du RGPD. Comment est-ce qu'on va appliquer le RGPD qui date plutôt du boom des big data, c'est-à-dire en 2016, sur une technologie qui a principalement pris son envol autour de 2018 ou même 2019, 2019-2020, si je n'en abuse pas. Donc ça, c'est une autre question à laquelle il faut répondre. Dans le cas principal de la smart contractualisation, il faudra également réviser toute la logique juridique autour des contrats et obligations. Est-ce que le smart contract est ou bien va être considéré comme étant un contrat? Si oui, sur quels critères? Et surtout, qui sera habilité à émettre des smart contracts? Est-ce que ça va être n'importe qui, comme aujourd'hui comme aujourd'hui je peux par exemple créer un contrat rapidement avec par exemple un freelance, ou bien ça va être
un task, un job qui va être donné à un certain nombre d'acteurs, par exemple des cabinets d'avocats qui remplissent un certain standard, ou alors encore une fois un équivalent de la CNIL qui aura le monopole sur l'édition de smart contracts, on ne sait pas. Voilà. Et enfin, alors, on a l'interopérabilité. On a au moins deux conflits ici. La première interopérabilité est liée entre les blockchains. On a énormément de blockchains différentes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a tendance plutôt à les appeler des DLT. Et chaque blockchain a été développé avec son propre protocole, a été développé avec son propre environnement qu'on appelle généralement une machine virtuelle. Ethereum a sa propre machine virtuelle qu'on appelle Ethereum Virtual Machine. Polkadot a sa propre machine virtuelle. Bitcoin a sa propre machine virtuelle. Et il y a ces machines virtuelles sont plus ou moins Turing complete. Et donc le gros problème, ça va être aujourd'hui, de se poser la question sur comment s'assurer qu'un token qui provient de la blockchain Ethereum va passer sans problème par la blockchain Cardano pour atterrir sur la blockchain Bitcoin et être récupéré enfin sur la blockchain Polygon, avec la possibilité de le ramener sur la blockchain Ethereum. Ça, c'est un. Deux, comment est-ce qu'on va s'assurer que, ça c'est la deuxième parallèle, qu'il y a interopérabilité entre la vieille finance traditionnelle ou bien le vieux monde juridique des contrats sur papier et le nouveau monde juridique basé principalement sur le contrat qui est désormais intelligent et qui ne s'appuie plus sur le notaire ou l'avocat ou d'une façon le juriste, mais désormais va s'appuyer également principalement sur la blockchain. Est-ce que on va, et c'est je pense ce que tentent aujourd'hui un certain nombre de professionnels, c'est voir la création d'un certain nombre de blockchains. Mais encore là, la question qui va toujours se poser, ça va être une question d'interopérabilité. Toutes ces nouvelles blockchains qui sont créées, est-ce qu'ils peuvent facilement être reliés à d'autres blockchains venant d'ailleurs? Voilà. Et le dernier problème est lié à la source de l'information, ce qu'on va appeler le problème de l'oracle. Je m'explique. Par exemple, un truc très basique, c'est aujourd'hui la valeur du Bitcoin. La valeur du Bitcoin, aujourd'hui ça monte, demain ça descend. Entre midi et 14h, ça a fait plusieurs bonds, en bas et en haut. Et donc, il faut que, littéralement, tout le monde ait accès à la bonne information. Aujourd'hui, l'un des rares protocoles qui permettent d'avoir une information qualifiée à littéralement ou presque 99%, c'est Chainlink. Mais demain, lorsque on va littéralement connecter les différentes blockchains, les DLT au monde réel, il va falloir qu'il y ait des personnes, des organisations qui émettent de la bonne information. Aujourd'hui, le modèle, c'est de partir sur un modèle de tokenisation de l'accès à l'information. Je certifie la personne qui me donne l'information à chaque fois qu'elle me donne la bonne information. Si cette personne me donne la mauvaise information, eh bien cette personne est punie et donc elle ne reçoit pas son token. Et c'est ce que Chainlink, en tout cas c'est le concept derrière la création du protocole Chainlink. Et donc demain, lorsque on aura par exemple l'internet des objets qui sera connecté aux différentes blockchains via les smart contracts, comment est-ce qu'on va s'assurer que effectivement telle caméra n'a pas été par exemple piratée pour envoyer de fausses informations par rapport à une entité, un sujet bien précis. Donc
voilà à peu près les défis et les limites que nous observons déjà aujourd'hui au niveau de la smart contractualisation. Et maintenant, la grosse conclusion, déjà, les côtés positifs, c'est que la smart contractualisation a le potentiel de transformer de nombreux secteurs en automatisant et en sécurisant les processus contractuels. Ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on est en train de rentrer dans un monde juridique ou juridico-social ou juridico-économique ou juridico-technique où les contrats sont désormais beaucoup plus vivants, où les contrats n'ont plus besoin d'être surveillés par des tiers de confiance à qui l'État donne le pouvoir, comme le notaire ou bien comme l'avocat. Maintenant, les concepts clés, le fonctionnement et les applications courantes des contrats intelligents, des smart contracts, mettent en évidence les avantages de la technologie tout en soulignant les défis et les limites à prendre en compte. Ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure que la technologie va évoluer et va être adoptée et que les régulations se mettront en place au fur et à mesure, il va être beaucoup plus probable que la smart contractualisation va continuer à se développer, à se démocratiser et à s'implanter dans de nombreux domaines. Ce qui va être de nouvelles opportunités. Ça va permettre de créer de nouvelles opportunités, de nouvelles entreprises, et notamment avec aujourd'hui l'apparition de l'intelligence artificielle générative, comme par exemple ChatGPT. Et d'ailleurs, le vendredi prochain, 14, nous avons entre midi et 2 une conversation avec Maître Kessi sur l'usage de ChatGPT juridiquement pour faciliter la compréhension des smart contracts aux juristes. Et puis bien sûr, à partir du 17 avril, nous allons commencer la formation qui va durer 4 semaines où on a 10 places sur les concepts de la propriété intellectuelle, la compréhension de la propriété intellectuelle en utilisant la smart contract, principalement aujourd'hui le NFT, donc le standard ERC 721 et pourquoi pas le standard 1155, grâce à l'aide de l'intelligence artificielle, grâce à l'aide de ChatGPT. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite sur nos différentes chaînes. Ciao.